Franchement, je me tenais là, dans le bureau de Pierre Moreau, et tout ce que je pouvais penser, c'était comment on en est arrivé là. Il avait ce regard, vous savez, le genre qui dit qu'il a déjà tout calculé. Dehors, la pluie s'écrasait contre les vitres de la Tour du Bois à Lyon, et moi, j'avais juste les clés de ma voiture, mouillées jusqu'aux os. Mon cerveau était encore en vrac, les mots de Julien tournant en boucle. Sophie emménage. Toi, tu dégages. C'était quoi 2 jours avant? Non, c'était hier soir. Mon Dieu, le temps, je ne sais plus. Tout s'est effondré si vite, comme une voiture qui fonce dans le mur. Je me souviens m'être rentré de ce déjeuner caritatif, un projet qui me tenait tant à cœur pour la fondation pour la restauration du Vieux Lyon. Mes talons résonnaient sur le marbre italien de l'entrée, un son que j'adorais. Julien. Pas de réponse. Pas dans son bureau, pas à la salle de sport. Je l'ai trouvé dans notre chambre. Notre chambre, et il n'était pas seul. Sophie Dubois, une de ces filles qu'on voit sur Instagram à ne rien faire d'autre que des selfies, elle était devant ma coiffeuse antique, se mettant de mon rouge à lèvres Chanel. Ah, parfait, elle a dit, d'une voix mielleuse. Elle est là, on va pouvoir en finir. Julien est sorti de la salle de bain, juste une serviette autour de la taille. Il n'avait pas l'air honteux, ni coupable. Non, il était juste agacé, comme si j'avais interrompu un rendez-vous hyper important. Marie, timing parfait, il a lancé avec cette voix qu'il utilise pour les OPA hostiles. Sophie et moi ont finalisé les choses. C'est fini. Entre nous, c'est terminé. Terminé? Ma voix n'était qu'un murmure. La subvention, la bibliothèque, les 10 dernières années de ma vie, tout s'est volatilisé. Julien, mais de quoi tu parles? De ça, il a dit, en nous montrant Sophie et lui. Elle s'enroulait maintenant dans ma robe de chambre en soie. Ça, c'est la réalité. Ce qu'on avait, a-t-il ricané, c'était un arrangement commercial. Et franchement, tu es devenu un mauvais investissement. J'étais sous le choc, vraiment sous le choc. Ou est-ce que c'était déjà la colère? Je ne sais plus trop, honnêtement. Tout est un peu flou. Il a déversé une litanie de cruauté, rassis, sans inspiration, une décoration glorifiée, un poids de mort pour son ambition. Chaque mot était une balle tirée pour me briser. Je suis restée silencieuse. Une faiblesse, pensait-il toujours. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était le silence avant la tempête. Un calme plat où la rage commençait à geler, à cristalliser en moi. Il a jeté un petit sac de voyage vide à mes pieds. « Prends tes affaires. Le strict minimum. Mes avocats t'enverront un chèque pour ce que le contrat de mariage dit, ce qui est, si je me souviens bien, quasiment rien. » Ah, ce fameux contrat. Julien en était si fier. Conçu par son équipe de rapaces chez Vasa Capital. Pour protéger Cess bien sûr. Lui, le self-made man de la tech, ne pouvait pas risquer sa fortune avec une femme œuvre de charité, comme il plaisantait parfois avec ses amis. Je n'avais pas lutté à l'époque. Les avocats de ma famille avaient jeté un œil, souri faiblement et conseillé de signer. « C'est parfaitement normal, ma chérie », m'avait dit mon père. À l'époque, ça l'était. Maintenant, tout devenait très réel. Je ne pars pas, j'ai dit. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. « Oh, que si !» a ri Julien. Il m'a attrapé par le bras. Sa prise me laissait des bleus. Il était plus fort qu'il n'y paraissait, alimenté par l'arrogance et ce nouveau désir. Il m'a traîné le long du grand escalier, devant les œuvres d'art inestimables que j'avais choisies, devant la bibliothèque que j'avais remplie. Sophie le suivait, filmant des passages avec son téléphone, un sourire triomphant. « Julien, arrête, c'est ma maison. »« Non, c'est ma maison !» a-t-il hurlé, me poussant vers la porte. « C'est moi qui l'ai construite, qui l'ai payée. Chaque brique, chaque fenêtre est à moi. Tu n'es qu'une invitée qui a trop traîné. » Il a ouvert les portes massives en chaîne. La brume s'était transformée en une pluie glaciale. « Ta voiture est dans l'allée. La Bentley est à moi.
Le Range Rover aussi. Garde cette petite hybride pathétique que tu as insisté à conduire. Il a fouillé dans la poche de mon manteau, sorti mon portefeuille, retiré sa carte de crédit noire et jeté mon portefeuille sur le gravier. Maintenant, dégage. Sophie, plantée dans l'entrée, et frissonnait de manière exagérée. Dépêche-toi, chérie. Tu laisses le froid entrer. Viens, on va ouvrir cette bouteille de Dom Pérignon 2005. On a quelque chose à fêter. Julien m'a regardé une dernière fois, un jugement glaçant. Tu sais, je pensais que tu étais intelligente, mais tu étais juste silencieuse. En fait, tu es juste vide. Il a jeté mon petit sac de voyage. Il y avait juste mon ordinateur portable et un vêtement de rechange qu'il avait jugé assez ringard pour être à moi. Sur le gravier mouillé, puis la porte s'est refermée avec le bruit sec du verrou. Je suis resté là 1 minute entière, la pluie trempant ma blouse en soie, mes cheveux collés à mon visage. Le gravier s'est enfoncé dans mes genoux quand je me suis agenouillé pour ramasser mon sac. J'ai levé les yeux vers cette magnifique bâtisse, le domaine Vasseur, comme la presse l'appelait, un monument tentaculaire de verre et d'acier perché sur la crête la plus exclusive de Crête des Faucons. Julien avait raison. Il possédait la maison. Il avait les factures pour le prouver. Je suis monté dans ma pathétique hybride. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber les clés 2 fois. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste pris une profonde inspiration et j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé ma mère, ni mes amis. J'ai fait défiler jusqu'à un numéro enregistré sous Pimoro. Pierre, ai-je dit, ma voix rauque, c'est Marie, il l'a fait. Parfois, quand je ne pouvais pas dormir au domaine, cette immense cage dorée, je pensais à mon grand-père, Robert Dubois. Il avait ce regard vif, comme s'il voyait toujours au-delà de ce que les gens montraient. Il disait toujours, en touchant sa montre de poche, « Le temps révèle tout, ma petite, surtout les fondations. » À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. C'était juste une de ces vieilles maximes. Mais maintenant, assis ici dans cette tour qui porte son nom, je réalise à quel point il avait raison. Julien, avec tout son éclat et ses millions, n'a jamais vu les fondations. Il n'a vu que ce qu'il pouvait construire, ce qu'il pouvait s'approprier. Un miroir sans âme, c'est ce qu'il a bâti. Et moi, j'ai vécu dans son reflet si longtemps. Il y a eu un silence au téléphone, puis la voix calme et profonde de Pierre. Les clauses morales, donc. La cohabitation est-elle confirmée? Elle porte ma robe de chambre, j'ai dit, le froid commençant enfin à me transpercer. Elle boit mon champagne dans Saï. J'ai dû racler ma gorge, maison. Une erreur fatale, Madame Vasseur, a répondu Pierre Moreau, une pointe de satisfaction froide dans la voix. Pas sa maison, et c'est là le problème. Où êtes-vous? Sur le trottoir. Bien. Allez au penthouse de la Tour du Bois. Utilisez votre nombre de jeunes filles. Commandez un room service. Reposez-vous. J'activerai le protocole demain à 9h05. Julien Vasseur vient de faire l'erreur la plus chère de sa vie. Il croit posséder la maison, Pierre. Nous savons, ma chère, a dit l'avocat. Il possède le cirque, mais il a oublié de demander qui possède la terre. Et voilà où j'en suis maintenant. Assise ici à l'observer manipuler les fils, tandis que dehors, la ville s'éveille. Le matin, Julien Vasseur s'est réveillé avec l'odeur de son café coûteux et le soleil aveuglant filtrant par les baies vitrées de sa chambre principale. Sophie était allongée sur sa poitrine, son téléphone déjà en main, faisant défiler les commentaires Instagram. « Chérie, a-t-elle marmonné, quelle légende je devrais mettre pour cette vue de mon nouveau château. » Julien a souri, sentant une montée de puissance pure et débridée. C'était à lui. Il l'avait gagné. Il s'était débarrassé de son poids mort. Marie pleurait probablement dans un hôtel de chaîne quelconque, se demandant comment tout avait mal tourné. Mais, la vue du roi, a-t-il dit en embrassant l'épaule nue de Sophie, et n'oublie pas de taguer l'emplacement. Il s'est levé, s'est étiré et s'est dirigé vers la fenêtre donnant sur le domaine de 20 hectares. Les terrains étaient impeccables. La piscine à débordement semblait se jeter dans l'horizon de la ville en contrebas.
Tout était à lui. Il est descendu à son bureau ultramoderne pour commencer sa journée. Il avait quelques affaires à régler. D'abord, couper les liens financiers. Il s'est connecté à son portail bancaire privé. Il avait plusieurs comptes joints avec Marie, principalement pour les dépenses domestiques. Il allait les liquider, transférer les fonds sur son compte personnel. Il a cliqué sur le compte joint Vasseur-Dubois. Solde, zéro. Il a froncé les sourcils. C'était étrange. Il y avait au moins 150 000 € sur ce compte. Il a vérifié l'historique des transferts. Un seul virement exécuté à 8h55, il y a 5 minutes. Tous les fonds transférés vers un compte de fiducie de la famille Dubois. Cette manipulatrice, a-t-il grogné. Elle s'était levée tôt juste pour faire un coup. Très bien. C'était une goutte d'eau dans l'océan. Il a essayé le compte suivant, le compte de courtage. Il contenait quelques actions. Elle aimait les textiles verts et durables. Compte bloqué. Il a essayé de se connecter au système de gestion de la maison pour changer les codes du portail. Accès refusé. Information d'identification administrateur invalide. Une sensation de froid désagréable a parcouru son échine. C'était plus que mesquin. C'était organisé. Il a ricané. Elle avait probablement un petit avocat de divorce qui essayait de se faire un nom. Il les écraserait. Il a appelé son propre avocat, Louis Martel. « Louis, elle est dehors. Lance le divorce. Vite. Je veux que ce soit rapide, propre, et je veux qu'elle soit enterrée sous le contrat de mariage. » « D'accord, Julien, » a dit Louis avec un son empressé. « Je vais déposer les papiers standards, mais il y a un petit problème. » « Quel problème? » « Je viens de recevoir une notification. Une restriction a été placée sur la propriété de Crête des Faucons par une tierce partie. Pas un privilège, exactement. Un examen de conformité de bail amphithéotique. » Julien est resté silencieux. « Un quoi? Quelle tierce partie? » « Morrow, Finch et Associés, » a dit Louis. Le sang de Julien s'est glacé. Morrow, Finch et Associés n'était pas un cabinet de divorce de petite envergure. C'était le plus ancien, le plus puissant cabinet d'avocats immobiliers et de fiducies de la région. Il représentait l'argent ancien. Le genre d'argent qui ne se souciait pas des listes Forbes parce qu'il possédait les usines à papier sur lesquelles Forbes était imprimé. « Pourquoi sont-ils impliqués ?» a exigé Julien. « C'est ce que j'essaie de comprendre. Ils ne représentent pas Marie Vasseur. Il représente la société de portefeuille foncier de Crête des Faucons. » Julien a ri, un son sec et aboyeur. « C'est juste le syndic de copropriété, Louis. Il gère de l'aménagement paysager. Envoie-leur un chèque. » « Je ne pense pas que ce soit le syndic, Julien. Le dossier est agressif. Il cite un défaut. En tout cas, Marie, moi, j'étais loin d'un Marriott. Tiens, là, il faut que je fasse une pause, juste un instant. Parce que, honnêtement, même moi, en revivant ça, je trouve que c'était d'une absurdité folle. Je veux dire, on parle de milliardaires, de gens qui ont tellement d'argent qu'ils pourraient en acheter des pays entiers, et pourtant, ils se retrouvent pris dans des histoires de vieilles clauses de bail. C'est presque comique, non? On se fait une idée de ces gens, on les voit comme invincibles, au-dessus de tout, et puis on réalise que même eux, ils peuvent trébucher sur le plus petit des cailloux si ce caillou est posé par quelqu'un qui connaît vraiment le terrain. Je crois que la leçon, c'est que l'argent, la puissance brute, ça ne remplace jamais la connaissance, l'histoire ou, disons-le, la finesse. C'était ma famille contre Julien, l'héritage contre l'ego. Et je peux vous dire, l'héritage, ça a du poids. Beaucoup plus que n'importe quelle pile de millions éphémères. Enfin bref, reprenons l'histoire parce que ça devient intéressant. Vous ne trouvez pas? Non, moi j'étais à 40 étages au-dessus de la ville, dans le penthouse privé et non listé de la Tour du Bois, un immeuble que mon arrière-grand-père avait construit. L'endroit était tout le contraire du manoir froid de verre et d'acier. Il était chaleureux, rempli de livres, d'acajou riches et de tapis persans inestimables usés par le temps. J'avais pris une douche, enfilé un simple pull en cachemire
et un pantalon et je sirotais mon thé avec Pierre Moreau. Pierre avait la fin de la soixantaine, impeccablement habillé, avec le calme d'un homme qui n'avait jamais perdu un argument. Il est en train de découvrir les comptes maintenant, a dit Pierre en regardant sa montre de poche. Les comptes joints, c'était facile. Les systèmes de la maison étaient liés à une société de gestion appartenant à la fiducie. Alors nous avons simplement révoqué ses privilèges d'utilisateur. Depuis 9h01, il est un invité dans sa propre maison. Il ne comprendra pas, ai-je dit, regardant par la fenêtre. Il est tellement obsédé par la maison. Révisons juste pour que vous soyez préparés, a dit Pierre, tirant un dossier. Votre arrière-grand-père, Robert Dubois, a acheté 5000 acres de ce qui était alors une colline sans valeur en 1922. La fiducie foncière Dubois n'a jamais vendu un seul acre. Nous le louons. Des beaux amphithéotiques. De 99 ans, ai-je récité, une leçon que j'avais apprise depuis l'enfance. Précisément, a-t-il repris. Les promoteurs, les magnats comme M. Vasseur arrivent. Ils construisent leur maison de rêve. Ils paient des millions pour le privilège de construire sur nos terres. Ils possèdent la structure, les améliorations, comme nous les appelons, mais ils sont, à toutes fins utiles, des locataires. Pierre a tapé sur le dossier. Julien Vasseur a signé un bail de 99 ans pour le lot 117 de Crête-des-Faucons. Le loyer annuel est symbolique, quelques milliers d'euros. Il pensait que c'était une aubaine. Il ne lit jamais les petites lignes, ai-je murmuré. Il laisse ça à ses équipes. Et ses équipes ont clairement manqué la clause 34, a dit Pierre en souriant. Les clauses morales du bois. C'est tellement archaïque, ai-je dit. Archaïque, mais inébranlable. C'était l'idée de votre arrière-grand-mère. Nous n'aurons pas de scandale sur les terres du bois. La clause stipule que le locataire ne doit pas se livrer à des comportements susceptibles d'entacher la réputation, de provoquer un scandale ou une notoriété publique concernant la propriété. Cela inclut, sans s'y limiter, l'infidélité publiquement documentée, les activités criminelles ou la cohabitation avec une personne autre que le conjoint de manière adultère. Sophie Dubois, ai-je dit, est actuellement, je crois, en train de poster des selfies depuis la chambre principale, taguée Domaine Vasseur. L'assistante de Pierre, une jeune femme vive nommée Anne, a ajouté, levant une tablette. Le message a 15 000 likes. Elle a légendé. La vue du roi. Publiquement documenté. Parfait. Depuis 9 ans, a dit Pierre, nous avons signifié à M. Vasseur un avis de défaut de son bail. Il a 30 jours pour y remédier. Y remédier, ai-je demandé. Dans ce cas, cela signifierait cesser la cohabitation adultère, renvoyer Mademoiselle Dubois et, vraisemblablement, se réconcilier avec son épouse légalement mariée. Moi, j'ai ri, un son sec, presque humoristique. Et s'il ne le fait pas, s'il ne parvient pas à remédier au défaut, a dit Pierre, ses yeux brillants, la fiducie foncière du bois a le droit de résilier le bail immédiatement. Et la maison, oh, c'est la meilleure partie. Clause 34B. En cas de résiliation du bail pour cause de défaut, toutes les améliorations sur le terrain, la maison, la piscine, les installations artistiques sont confisquées. Elles deviennent la propriété de la fiducie. J'ai enfin pris une gorgée de mon thé. Il était chaud et fort. Il va se battre. Il appellera ça du chantage. Laissez-le, a dit Pierre. C'est un tyran de la technologie. Nous sommes une institution centenaire. Il apporte un procès à une guerre. Maintenant, passons à la phase 2. Le fonds Vasseur Capital. Qu'en est-il? Ai-je demandé. Vous êtes une associée silencieuse, n'est-ce pas? Votre capital initial de 20 millions d'euros. Il m'a dit que ce n'était qu'une formalité à des fins fiscales, ai-je dit. Il a toujours dit que c'était son fonds. Il est le visage. Oui, mais vos 20 millions d'euros, qui valent maintenant plus de 200 millions d'euros, sont détenus dans une sous-fiducie. Une sous-fiducie qui contient, encore une fois, une clause morale liée à votre bien-être personnel et à votre statut matrimonial.
Il vient de violer son devoir fiduciaire envers vous, son associé principal. J'ai fixé Pierre. Je pensais que cet argent était juste parti, investi. Oh non, Marie, a dit Pierre en se levant. Votre père était un homme très intelligent. Il ne faisait pas confiance à Julien. Vous n'êtes pas seulement une associée silencieuse, vous êtes l'associée contrôlante. Julien Vasseur est sur le point de découvrir qu'il ne travaille pas juste dans sa société. Il travaille pour sa femme. Face à tout ça, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris la monnaie, la moitié, pour vous en tirer avec le moins de bruit possible? Je ne savais plus quoi penser. C'était tellement énorme. Une part de moi voulait juste disparaître, mais l'autre savait que c'était mon moment. Julien était en pleine fureur, on aurait dit un fauve en cage. Il marchait de long en large dans son bureau au mur de verre, hurlant sur son avocat au téléphone. Comment ça, vous ne pouvez pas faire annuler ça par un juge? C'est une vérification de conformité. C'est du harcèlement. C'est Marie. Elle est ta mère. Moi, Sophie, j'étais affalé sur le canapé, absorbé par mon téléphone. Toute cette histoire commençait à devenir lassante. J'avais bien eu mon moment de gloire avec les photos du roi et ma nouvelle maison, mais les commentaires commençaient à virer au vinaigre. Soudain, Louis Martel, l'avocat de Julien, a lâché. Et franchement, ils n'ont pas tort sur le bail. Julien, avez-vous lu cette clause 34A, la clause morale? Julien a cogné son poing sur son bureau. C'est du blabla. C'est archaïque, inapplicable. Martel, avec sa petite voix, a rétorqué que non, ce n'était pas inapplicable avec les Dubois. Et là, l'avocat a dit qu'il fallait que je parte. Quoi? J'ai bondi. Partir où? Je ne vais nulle part. Julien a crié qu'il les verrait au tribunal, qu'il allait les poursuivre, Marie et la fiducie. Il était tellement aveuglé, il ne voyait rien venir. Et puis, la pire nouvelle est tombée. Le fonds Vasa Capital était gelé. Comment ça, gelé? J'ai demandé. Sa robe de chambre de Marie, celle que je portais, me semblait soudain bon marché. Elle est associée? Vous m'aviez dit qu'elle n'était rien. Une œuvre de charité que vous aviez épousée. Il m'a répondu par une de ses tirades sur sa stupide femme qui signait des chèques pour des bibliothèques. C'était pathétique. Eh bien, Marie est apparemment celle qui signe tes chèques maintenant. J'ai craché. Tu m'as dit que tu étais le roi. Tu n'es pas le roi. Tu n'es qu'un bouffon. Le marché commençait à se retourner contre lui et par extension, contre moi. Ma marque, Stone's Glow, qui devait être lancée ici même la semaine prochaine, avait retiré son soutien. Mes sponsors me lâchaient. Les commentaires sous mes posts étaient devenus un champ de bataille. Les gens me traitaient de briseuse de foyer. Forbes avait sorti un article cinglant « Le bail vexant de Vasseur ». Ils ne l'appelaient pas un roi, mais un squatteur. La bulle éclatait. 10 jours plus tard, c'en était trop. Je me suis dit, c'est fini, Sophie, ton image est en jeu. Alors, un matin, j'ai descendu toutes mes valises, les 16 Louis Vuitton assorties, et je l'ai attendu. Où vas-tu? Sa voix était morte. J'ai mis mes lunettes de soleil même à l'intérieur. Je vais chez ma mère, à Saint-Tropez. Je ne peux pas rester ici, Julien. C'est mauvais pour ma marque. Mon agent a dit que je devais me distancier de ce narratif toxique. Narratif toxique? C'est toi le narratif, a-t-il hurlé. C'est toi l'adultère en cohabitation. Je lui ai crié de ne pas me mettre ça sur le dos. Tu m'as dit qu'elle n'était personne. Tu m'as dit que tu étais le roi. Tu n'es qu'un locataire et tu te fais expulser. Je ne vais pas me faire expulser avec toi. Alors tout cet amour, toute cette passion, c'était juste pour la maison, pour l'argent. C'était pour la vie, Julien, j'ai dit, et tu ne l'as plus. Salut, je suis parti. Il était resté là, seul, dans cette immense et silencieuse maison. L'argent, la vie qu'il promettait, s'éloignait. Et moi, Sophie, je n'allais pas rester pour assister à la chute du roi bouffon.
La première semaine, ce fut une tempête de grandiloquence juridique. Julien, ayant viré Louis Martel, avait engagé Barings Lynch, un cabinet de litige notoirement agressif, connu pour ses tactiques de terre brûlée. Ils ont déposé une douzaine de requêtes. Requête en rejet du défaut de bail, rejeté. Requête en médiation forcée, rejetée. Requête en injonction contre la fiducie du bois, rejetée. Requête en déblocage des actifs de Vasa Capital, rejetée. À chaque refus, la rage de Julien grandissait. Il saignait de l'argent. Ses nouveaux avocats exigeaient des honoraires de 5 millions d'euros qu'il devait payer avec ses comptes personnels en baisse. Sophie, elle, était devenue un problème. Elle hurlait parce que son sponsor, Stone's Glow, s'était retiré, lançant un vase à 1 000 euros à travers le salon. C'est juste une tactique juridique, chérie, lui disait Julien, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Marie essaie juste de nous faire peur. Eh bien, ça marche, pleurait Sophie. Mes commentaires sont un champ de bataille. Ils me traitent de briseuse de foyer. Forbes vient de publier un article, Le bail vexant de Vasseur. Il ne t'appelle pas un roi, Julien. Il t'appelle un squatteur. Il avait vu l'article. Il avait été dévastateur. Il ne le dépeignait pas comme un titan de l'industrie. Il le peignait comme un fou. Le magnat du nouvel argent, Julien Vasseur, qui a construit sa maison de rêve sur un bail amphithéotique de 89 ans, semble avoir oublié la règle cardinale de l'immobilier, toujours lire les petites lignes. Maintenant, un conflit avec la puissante famille de l'ancienne fortune Dubois menaçait tout son empire. Ses investisseurs, autrefois intimidés par sa bravade, étaient maintenant en révolte ouverte. Avec le fonds gelé, leur argent était piégé. La fusion Apex s'était effondrée, coûtant au fond une perte potentielle de 3 milliards de dollars en gains futurs. Un recours collectif était en préparation. Julien était prisonnier dans son propre palais de verre. Il ne pouvait pas partir parce que ses avocats lui avaient conseillé que l'abandon de la propriété pourrait être utilisé contre lui. Il était piégé à l'intérieur avec une Sophie en pleine décomposition rapide, qui n'était plus la femme amusante et adoratrice avec qui il avait trompé. C'était un fardeau, documentant leur lutte sur les réseaux sociaux. Jour 12 du confinement, a-t-elle fait de la moue devant son téléphone depuis le bord de la piscine à débordement. Cette ex-femme psychopathe y a gelé tout l'argent de Dee, mais nous restons forts. Objectif de couple, les rageux. Le bureau de Pierre Moreau avait joyeusement inclus cette vidéo comme pièce à conviction F dans le dossier de non-remède aux défauts. Le jour 30, à 23h59, il était assis dans son bureau, une bouteille de scotch à la main, regardant l'horloge. Il attendait toujours un appel. Un appel de moi pour dire « D'accord, tu as appris ta leçon. Voici mes exigences. » L'appel n'est jamais venu. À 0h01, les lumières du manoir se sont éteintes. Toute la maison, le système de sécurité, la climatisation, le réseau, tout. Il a cherché son téléphone. Pas de réseau, un brouillard. Il a entendu un bruit, un claquement métallique lourd à son portail d'entrée. Il a couru à la fenêtre. Une berline noire s'arrêtait devant son allée, suivie d'une grande camionnette du département du shérif du comté. La sonnette a retenti. Ce n'était pas un carillon électrique. C'était quelqu'un qui frappait à coupe de poing sur le chêne. Il a trébuché jusqu'à la porte, le cœur battant. Il a ouvert. Ce n'était pas moi. C'était Pierre Moreau, flanqué de 2 adjointes du shérif. Il tenait un document très épais et relié. « Julien Vasseur », a dit Pierre, sa voix dénuée de toute émotion. « Il est 0003 le 11. Votre droit de remédier au défaut de votre bail a expiré. La fiducie foncière Dubois est résiliée ledit bail. Vous êtes, à compter de cet instant, en violation de propriété privée. »« Vous ne pouvez pas !» a balbutié Julien. « C'est ma maison. Je possède cette maison. »« Vous possédez cette maison ?» a corrigé Pierre. « Selon la clause 34, toutes les améliorations sur le terrain sont maintenant confisquées. La maison appartient à la fiducie.
Ces officiers sont ici pour vous escorter hors des lieux. L'un des adjoints s'est avancé. Monsieur, nous avons juste besoin que vous veniez avec nous. Vous pouvez prendre vos effets personnels, une valise. Mais, mes affaires! Julien a regardé autour de lui avec folie. Mon art, mes ordinateurs. Toutes les améliorations et les équipements, a dit Pierre, ce qui inclut l'art fixé au mur, les meubles sur mesure et la technologie intégrée, sont maintenant la propriété du propriétaire foncier. Vous pouvez prendre vos vêtements, vos chaussures et vos articles de toilette. Vous avez 10 minutes. C'est du vol, a rugi Julien, se jetant sur Pierre. Les adjoints étaient sur lui en une seconde, lui bloquant les bras derrière le dos. « Monsieur Vasseur, n'agressez pas un officier du tribunal, » a dit l'adjoint, sa voix ennuyée. Julien s'est affaissé, vaincu. « Marie, est-elle ici? » a-t-il murmuré, la cherchant. Il avait besoin de me voir, de me faire voir. « Madame Vasseur n'est pas ici, » a dit Pierre. « Elle n'a aucun désir de vous voir. Elle assiste, je crois, à l'opéra. » 10 minutes plus tard, Julien Vasseur se tenait sur la même allée de gravier où il m'avait jeté 30 jours auparavant. Il tenait un seul petit sac de voyage. Son costume était froissé, son visage mal rasé. Les serrures de la porte, sa porte, étaient en train d'être changées par un serrurier de la camionnette. « Où suis-je censé aller ?» a-t-il demandé à la nuit vide. « Cela ne nous concerne plus, » a dit Pierre Moreau. Il est monté dans sa berline. « Bonne nuit, Monsieur Vasseur. » La voiture s'est éloignée, laissant Julien seul sur le trottoir dans l'obscurité. Les arroseurs automatiques, maintenant contrôlés par la fiducie, ont choisi ce moment précis pour s'activer, le doux chant d'un jet d'eau froide recyclée. Pendant 2 semaines, Julien Vasseur a cessé d'exister. Il s'est terré dans une suite d'un hôtel haut de gamme pour séjour prolongé, l'Omni Polaritz. Il a dû le payer avec sa dernière carte de crédit personnelle. Son monde entier avait disparu. C'était un paria. Le recours collectif des investisseurs de Vasa Capital avançait. Il le poursuivait personnellement pour faute grave de gestion et négligence fiduciaire. Sa réputation n'était pas seulement endommagée, elle était anéantie. Il passait ses journées en robe de chambre à rafraîchir obsessionnellement les sites d'information. Je l'ai vu, mais seulement par bribes. J'ai été photographié à un gala pour la bibliothèque municipale, celle qui m'avait tant enthousiasmé. Je portais une robe bleu foncé simple et élégante, et je souriais. J'avais l'air plus légère, plus jeune. J'étais avec un homme, pas avec lui, mais debout à côté de lui. Un bel homme aux cheveux argentés. Julien l'a cherché sur Google. Arthur Martin, un architecte britannique spécialisé dans les espaces publics durables. Il riait. La rage qui s'était transformée en une appréhension froide revenue à la vie. Elle riait pendant qu'il était ruiné. Il lui restait une dernière carte à jouer. Une qu'il n'avait pas voulu utiliser. Un détective privé qu'il avait payé personnellement en espèces il y a 1 an, non pas pour me surveiller, mais pour trouver des saletés sur ma famille parfaite. Les Dubois étaient irréprochables, mais le détective avait trouvé une chose, un secret de famille. Julien s'est habillé. Il a enfilé son dernier costume propre. Il a pris un taxi jusqu'à la Tour du Bois. Il n'a pas essayé le hall. Il est allé au parking souterrain. Il a attendu. Après 3 heures, mon hybride, cette voiture pathétique, est arrivé. Je suis sorti, portant une maillette. « Marie !» a-t-il crié, sortant de derrière un pilier en béton. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas tressailli. J'ai juste soupiré, comme s'il était un déchet sur lequel je devais marcher. « Julien, vous n'êtes pas censé être ici. C'est une propriété privée. Vous violez votre ordonnance de restriction. Cette ordonnance est une blague. Comme vous !» a-t-il craché en avançant. « Vous croyez avoir gagné, n'est-ce pas? Vous avez pris ma maison. Vous avez pris ma société. Vous êtes une voleuse. » Je n'ai rien pris, ai-je dit, ma voix résonnant dans le garage vide. J'ai simplement vous avez de prendre plus. Vous avez fait défaut, Julien, sur le bail,
sur le fond, sur nous. Ce sont les conséquences. Conséquences? Il a ri, un rire sauvage et dérangé. Vous voulez parler de conséquences? Et les conséquences pour votre tante Isabelle Dubois? Mon sang s'est glacé. J'ai fait un pas en arrière involontairement. Ah, a souri Julien, d'un sourire de prédateur. Je vois que j'ai votre attention. Isabelle Dubois, la brebis galeuse, celle qui possédait vraiment la fiducie jusqu'à ce qu'elle soit déclarée incompétente en 1948. Et son frère aimant, votre père, a pris le contrôle et l'a enfermé dans un sanatorium haut de gamme près de Genève. Vous n'êtes pas la propriétaire, Marie. Vous êtes la fille d'un voleur. Toute votre fortune est bâtie sur un mensonge, sur un crime. Il a sorti un dossier de sa maillette. J'ai les dossiers médicaux, Marie, ceux qui manquaient, ceux qui disent qu'elle était excentrique, pas folle. J'ai les lettres qu'elle a écrites. Combien de temps pensez-vous que votre réputation inébranlable tiendra quand cela frappera la presse? Combien de temps avant que toute la fiducie du bois soit invalidée? Je suis restée silencieuse, mon visage pâle. Voilà l'affaire, a dit Julien s'approchant. Vous allez me rendre ma société. Vous allez me donner, non, pas la maison. Je ne veux pas de cet endroit empoisonné. Vous allez me donner 500 millions d'euros. Une rupture nette. Et ça, il a agité le dossier, disparaît. Vous gardez votre petit secret de famille saine. Il était à quelques centimètres de moi maintenant, ses yeux perçant les miens, savourant sa victoire. Vous n'êtes plus si hautaine maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes comme moi. Vous êtes juste vide. J'ai baissé les yeux sur le dossier, puis j'ai levé les yeux vers son visage triomphant et désespéré, et j'ai souri. Oh, Julien, ai-je dit, ma voix remplie d'une pitié profonde et douloureuse. Vous ne lisez vraiment que les gros titres, n'est-ce pas? Quoi? De quoi parlez-vous? Tante Isabelle, ai-je dit, était ma personne préférée au monde. Elle était excentrique. C'était une artiste brillante et magnifique qui souffrait de troubles bipolaires graves à une époque où le monde et la presse n'étaient pas tendres. Mon père ne l'a pas enfermée, j'ai corrigé. Il l'a protégée. Il l'a placée dans le meilleur établissement du monde, loin de gens comme vous qui l'auraient exploitée. Et incompétente. Elle n'a pas été déclarée incompétente. Elle a volontairement cédé ses droits de procuration à mon père afin de pouvoir vivre sa vie en paix, sans être dérangée par les titres fonciers et les devoirs fiduciaires. Et savez-vous qui elle a laissé comme seule héritière? La seule personne qui lui rendait visite chaque été, qui lui lisait, qui l'aimait pour ce qu'elle était. J'ai tapoté ma propre poitrine. Moi? Non, non, le sanatorium. Vous voulez dire la clinique du prince Verdun. C'est charmant. J'y étais le mois dernier. J'ai emmené tante Isabelle déjeuner. Son visage s'est froissé. Elle est vivante. Elle a 78 ans. Elle prend de nouveaux médicaments et ses tableaux font l'objet d'une rétrospective au Louvre. Ce secret, c'est la partie la plus fière de l'histoire de ma famille, que nous protégeons les nôtres. J'ai pris le dossier de sa main molle. Vous n'avez rien, Julien. Vous n'avez jamais rien eu. Vous n'aviez aucun pouvoir dans notre mariage, alors vous avez dû l'inventer avec cruauté. Vous n'aviez aucune vraie richesse, juste un levier. Et maintenant, vous n'avez plus de chantage. Vous êtes juste un homme triste et en colère dans un parking. J'ai commencé à m'éloigner. Je leur dirai pour la démolition, a-t-il crié derrière moi. C'est mon dernier atout. Vous croyez que vos investisseurs verts aimeront que vous démolissez une maison à 100 millions d'euros? Le gaspillage, l'hypocrisie. Je me suis arrêté, je me suis retourné. La démolition, Julien, qui vous a dit que je démolissais la maison? Mais mes avocats, c'est un dossier public, le permis de l'effacer. Oui, ai-je dit, revenant vers lui, les yeux brillants. Nous avons déposé le permis, mais nous ne l'effaçons pas. Ça, c'est votre coup.
Alors quoi? La maison est une structure, et je dis, elle est laide, elle est froide, elle est la vôtre, mais c'est aussi 25 000 mètres carrés d'espace utilisable. Les investisseurs de Vasa Capital, ceux que vous avez ruinés, ils ont formé un comité. Ils se sont associés à la fiducie du bois. Nous sommes en train de déconstruire la maison. Déconstruire pièce par pièce. Le marbre va à la bibliothèque municipale. Les panneaux de verre vont à une nouvelle serre communautaire. Les poutres en acier sont données à Habitat pour l'humanité. Même les appareils de cuisine haut de gamme vont à un refuge local pour femmes. Nous recyclons votre monument, Julien. Il sera récupéré pièce par pièce et réutilisé pour des choses qui aident réellement les gens. Des choses que je valorise. Julien a eu l'air d'avoir été physiquement frappé. Le domaine Vasseur, ai-je conclu, a disparu. À sa place, cet architecte avec qui j'ai été photographié, M. Martin, il conçoit le parc et jardin public Isabelle Dubois, un endroit calme et magnifique pour que les gens puissent s'asseoir, lire, être. Ma tante est ravie. Je l'ai laissé. J'ai marché vers l'ascenseur, mais pas léger. Je n'ai pas regardé en arrière. Julien Vasseur s'est effondré sur le sol en béton froid du parking souterrain, tenant un dossier inutile. Un homme vraiment et complètement vide. Et aujourd'hui, on me dit que j'ai gagné. Mais qu'est-ce que ça veut dire gagner? J'ai récupéré ce qui m'appartenait et j'ai vu Julien se consumer. Il est en prison maintenant, j'ai cru comprendre, après des charges de fraude. Ma tante Isabelle, elle, se réjouit de son parc. Arthur et moi, on prend un café de temps en temps. On parle de projets, le fonds de restauration du bois. Tout ça est solide. C'est bien, c'est mieux que d'être vide. Mais la fin heureuse, parfaite, ça n'existe pas, non? Il y a toujours des cicatrices, des leçons qui restent gravées. Ce n'était pas de la vengeance, même si la colère était là, au début. C'était de la restauration, oui. Se restaurer soi-même. Reconstruire sur des fondations saines. Et je me demande parfois si Julien, lui, a finalement appris la leçon. Si jamais il a cessé d'être vide, je ne sais pas. Mais je sais une chose, je ne suis plus la Marie d'avant. Et ça, c'est le plus important.